Shalom, j'ai le plaisir de vous retrouver en ce dimanche estival depuis Jérusalem où il fait particulièrement beau et chaud. Et c'est en visite dans le pays que je vais m'entretenir avec vous aujourd'hui. Des changements inhérents à la Aliyah et peut-être de la meilleure façon de les appréhender, de s'y préparer pour les vivre de la façon la plus douce possible. Nous allons donc aujourd'hui parler de ces sociétés, la société française, la société israélienne, d'une partie des différences peut-être qui les composent et d'essayer de voir comment s'adapter à cette nouvelle vie en Israël lorsque l'on fait son aliyah. La première des choses, et je crois qu'il est important de le rappeler ici, c'est que l'aliyah n'est pas un déménagement, ni un grand déménagement, ni un déménagement transatlantique. C'est bien au-delà de cela. L'aliyah n'est pas non plus de grandes vacances ou de longues vacances. C'est un changement de vie total. C'est arriver dans un nouveau pays, c'est vivre dans une nouvelle culture, dans un nouvel environnement, avec des codes de société qui sont différents de ceux que l'on a pu connaître dans son pays d'origine. Et l'aliyah, c'est tout ça à la fois. L'une des difficultés principales que peut rencontrer le Olé, le nouvel immigrant, qui arrive en France, qui arrive en Israël, qu'il vienne de France ou d'ailleurs, qu'il soit célibataire, marié, jeune, moins jeune, retraité, actif, c'est cette difficulté à comprendre finalement qu'il va devoir s'adapter à la vie dans une nouvelle société. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre un petit peu aujourd'hui, en défrichant quelque part ces différences qui vous aideront peut-être à mieux préparer votre aliyah. Et j'aimerais le dire tout de suite, la différence entre la société française et la société israélienne, ou les différences, sont très importantes. On peut même parler dans certains cas de fossé, bien que ces deux pays composent le monde occidental ou une partie du monde occidental. Nous savons qu'entre différents pays occidentaux, il existe souvent des différences culturelles très importantes. On peut citer un exemple qui est aujourd'hui au cœur de l'actualité, particulièrement ces 2 dernières semaines, dans les échanges que l'on peut qualifier de forts. La presse a parlé d'échanges virils entre le président américain et le président français, par exemple. On peut parler de deux pays amis, mais aux cultures complètement différentes que peuvent être les États-Unis ou la France. C'est-à-dire que l'on peut composer ou faire partie du même monde occidental et être différent dans le mode de vie, dans le mode de fonctionnement d'une société. On n'est peut-être pas obligé d'aller aussi loin. On peut regarder par exemple la France et l'Allemagne, des pays voisins, mais qui ont eux aussi des modes de société complètement différents, des fonctionnements qui ne sont pas identiques dans beaucoup de domaines. Et lorsque l'on va vivre dans un nouveau pays, avant même de parler d'aliyah, lorsque l'on va vivre dans un nouveau pays, on va donc intégrer une société existante et quelque part, on arrive en tant que minorité, soit un individu, et on va devoir s'adapter à la masse, la société dans laquelle on a pour objet de vivre notre vie future. Et la aliyah, c'est un peu tout ça à la fois. C'est de se rappeler que l'on va quitter une société, que l'on va quitter un environnement, que l'on va quitter un pays pour arriver dans un nouveau pays avec des codes différents et que l'on va devoir adapter, que l'on va devoir adopter en essayant de s'y adapter afin de pouvoir intégrer la société israélienne et la vie finalement de ce nouveau pays dans lequel on arrive. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui après cette introduction. Donc, l'aliyah, ce n'est pas un déménagement. J'aime souvent rappeler que ce n'est pas simplement transplanter sa vie précédente dans un nouveau terreau, que ce n'est pas simplement transposer une vie que l'on avait dans un pays qui s'appelait la France dans un nouveau pays qui va s'appeler Israël, mais c'est un changement de vie radical. Plus on s'y préparera, moins le choc de l'atterrissage sera important. Et ça, c'est aussi nécessaire de le rappeler. Nous le disons depuis de nombreuses années, une aliyah réussie est avant toute chose une aliyah préparée. Il est des fois préférable de retarder son aliyah d'encore une année pour mieux s'y préparer, surtout lorsqu'il s'agit d'une aliyah familiale qui va inclure la scolarisation des enfants, le choix d'un travail,
peut-être une reconversion professionnelle. Nous allons parler de ces différentes choses aujourd'hui. Se rappeler que mieux on se préparera à son alia et meilleures seront les chances de s'intégrer dans cette nouvelle société israélienne qui va nous accueillir. Et j'aimerais le dire maintenant, je le redirai également à la fin, c'est un parcours difficile, c'est un parcours qui est parsemé d'embûches. Mais il faut se rappeler que le fait de mettre en avant les difficultés ne signifie pas pour autant qu'elles soient insurmontables. Au contraire, le fait de lister certaines difficultés veut dire les difficultés existent, elles sont connues parce que d'autres avant nous ont fait leur aliyah, et que ces mêmes personnes ont vécu en chemin certaines difficultés. Maintenant que nous les connaissons, essayons de les appréhender. Il suffit peut-être de les nommer, il suffit de s'y préparer. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'elles n'existeront pas, mais peut-être qu'une meilleure appréhension, qu'une meilleure préparation, ne serait-ce que psychologique à ces difficultés en chemin, nous permettront de mieux les surmonter lorsqu'elles se présenteront à nous, en général, dans les premiers mois ou les premières années qui suivront notre aliyah en Israël. Donc, d'une part, la préparation. D'autre part, le fait de reconnaître qu'un changement de société, qu'un changement de vie va impliquer obligatoirement des difficultés. Que ces difficultés, si on s'y prépare psychologiquement, ou peut-être même plus que psychologiquement, on parviendra à mieux les surmonter. Et la troisième chose, c'est de se dire que si plus de 100 000 juifs de France, pour ne parler que des Français, si plus de 3,5 millions de juifs, chacun avec son histoire, chacun avec son passé, chacun avec sa culture, ont réussi à faire leur aliyah depuis la création de l'État d'Israël et se sont intégrés génération après génération en Israël pour composer cette société qui est d'un côté qui arrive à créer finalement un ciment qui lie l'ensemble de ses citoyens originaires de tant de cultures différentes, c'est que malgré les difficultés, cela est faisable. Le fait de vouloir voir les difficultés, c'est peut-être la meilleure garantie d'arriver à la réussite finalement de ce processus, qui sera un processus, comme on va le voir maintenant, long. Ce n'est pas un processus immédiat. On ne claque pas des doigts et on devient israélien. C'est quelque chose qui va se faire dans la durée et il faut donner aussi la possibilité au temps d'agir et d'accompagner ces transformations, ces changements. Certains parlent même, lorsque l'on parle d'Aliyah, certains parlent d'une deuxième naissance. Même au niveau du monde de la halakha, certains décisionnaires ont fixé le jour de la Aliyah comme une nouvelle naissance qu'il fallait célébrer année après année. Mais derrière cette métaphore, il y a une réalité. Le fait d'arriver dans un pays complètement nouveau, que l'on connaît plus ou moins. Quand je dis plus ou moins, cela signifie que, et là je m'adresse particulièrement aux juifs français, à la Aliyah des juifs de France, beaucoup de juifs français qui font leur Aliyah la font après avoir connu Israël dans le cadre de différentes options, soit parce qu'ils sont venus en vacances, soit parce qu'ils sont venus en vacances même plus ou moins régulièrement, soit parce qu'ils ont de la famille en Israël et qu'ils sont venus rendre visite à cette famille, soit parce que s'ils sont plus jeunes, ils ont participé à des programmes éducatifs, par exemple les programmes développés dans le cadre de l'agence juive, les programmes ou en partenariat avec l'agence juive, le bac bleu-blanc, les programmes Massa, les programmes scolaires. Donc ils ont connu une certaine réalité d'Israël. Mais il est assez simple de comprendre que la réalité que perçoit un touriste, la réalité d'Israël que l'on peut voir lorsque l'on vient passer quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois en Israël en tant que touriste, donc avec un regard qui est posé sur la société mais qui est encore étranger à cette société, ne sera jamais le même que le regard que vous allez pouvoir poser, que vous allez devoir poser lorsque vous allez essayer d'intégrer cette société, de devenir en fait une partie, d'être à part entière un citoyen israélien. Et on a commencé tout à l'heure à en parler. Tout d'abord, le langage est différent. L'hébreu, qui est la langue du pays, je dirais de façon générale que même s'il y a beaucoup de francophones en Israël, les autres langues qui ont leur place en Israël seront plutôt l'anglais, l'arabe. Le français existe, mais pas comme une langue majeure. D'autre part, je crois qu'il y a une différence culturelle, qui est une différence culturelle importante. La France est un pays européen,
avec une culture européenne très forte, une culture française extrêmement importante. Et l'État d'Israël est un pays qui mêle, je dirais, des cultures différentes. Il y a d'un côté cette culture juive ancienne, cette société israélienne. Il y a ce côté Moyen-Orient, Proche-Orient. Il y a ce côté méditerranéen, un pays qui s'est construit aussi sur les rives de la Méditerranée et d'autres mers. Il y a ce pays aussi, cette culture, je dirais, proprement israélienne, qui est née avec le développement des premières aliyot déjà au début du XXe siècle et qui s'est poursuivie avec la création de l'État d'Israël, ce sabbat, ce nouvel Israélien qui est né. Et puis il y a aussi, je crois, une teinte très importante des différents héritages que les vagues d'Aliyah successives ont apporté à cette identité israélienne. Donc c'est un mélange et un mix de tout ça, l'israélien d'aujourd'hui. Et il y a enfin, je crois, quelque chose qu'on ne peut pas omettre, de rappeler, la culture israélienne moderne est une culture particulièrement teintée du système américain, du mode anglo-saxon. Et par cela, il y a aussi une différence supplémentaire avec la culture européenne ou avec la culture française. C'est-à-dire qu'un Français qui arrive en Israël est quelque part, peut être quelque part perdu parce que les repères de la société israélienne ne sont que très peu liés à ce qu'est la société européenne ou la culture française. Et pour beaucoup de raisons historiques, politiques, qu'il n'est pas nécessaire de rappeler ici, mais que l'on peut simplement rappeler comme un fait existant, la culture israélienne est beaucoup plus influencée par des modes et des codes anglo-saxons que par des modes ou des codes européens ou français. Et tous ces éléments-là font que la société israélienne, dans son fonctionnement, est différente de la société française. Jusqu'à présent, vous ne m'avez pas entendu parler de mieux, de moins bien, de bien et de mal. Et ces mots-là, d'ailleurs, ne seront pas présents dans mon intervention aujourd'hui. La seule chose pour laquelle je dirais le bien et le mal, c'est dans la nécessité de la préparation et dans la nécessité de l'intégration. Mais je ne vous dirai pas que la société israélienne est meilleure que la société française dans tel domaine, ou que la société française est préférable que la société israélienne dans tel autre domaine. Parce que ces jugements de valeur me semblent inutiles et vains dans la volonté que peuvent avoir les Olim Khadashim, les nouveaux immigrants, de s'intégrer en Israël. Et puis ces jugements de valeur sont extrêmement subjectifs. Je suis très attaché à ma culture française et pourtant je me sens à 100% israélien. Il n'y a pas obligatoirement de contradiction entre ces deux éléments-là. Et puis moi, je préfère en Israël telle partie de la culture israélienne et d'autres ne l'aiment pas du tout. Certains préféreront à cela tel autre élément, par exemple, de la société française. Donc cette partie subjective ne me semble pas nécessaire au débat ou à la réflexion que nous menons aujourd'hui. Ce qu'il est important, c'est d'essayer de comprendre que l'on va passer d'une société, la société française, vers une autre société, la société israélienne, que chacun se fera son idée à la fin pour savoir laquelle est meilleure, laquelle est moins intéressante. Je ne sais même pas si c'est tellement important. Je crois que le monde, de façon générale, peut apporter, à travers ces différentes sociétés, des éléments différents qui composent aujourd'hui l'humanité au sens large du terme. La France a des choses à apporter, Israël a d'autres éléments à apporter, mais à partir du moment où je décide de faire mon aliyah, donc d'intégrer un nouveau pays, d'intégrer une nouvelle société israélienne, je dois admettre qu'à partir de maintenant, ce qui va composer mon quotidien, ce sont les codes de cette société israélienne. Rester toute la journée à pleurer sur ce qui était mieux en France ne nous aidera pas obligatoirement à nous intégrer en Israël. Qu'on le veuille ou pas, la société israélienne est différente. Et mieux et plus rapidement nous comprendrons ces différences, plus facilement nous l'intégrerons et nous deviendrons aussi des Israéliens. Parce que je crois ici, et c'est mon postulat de départ, qu'en fonction de l'âge auquel on va faire son aliyah, les objectifs qu'on doit se fixer sont différents. Nous avons l'habitude, dans le monde de la aliyah, à l'agence juive, mais également avec nos partenaires de l'intégration en Israël, de parler de trois catégories au sens large du terme
de nouveaux immigrants. La première catégorie, et puis il n'est pas nécessaire de s'arrêter sur les contours précis, ce sont simplement des catégories qui nous permettent plus facilement d'apporter les réponses pré-ALIA et également d'adapter les programmes post-ALIA en fonction de ces catégories que nous avons définies. Ne vous formalisez pas sur les contours de ces catégories, elles sont là simplement pour arriver à nous aider à apporter les meilleures réponses possibles aux personnes qui envisagent de faire leur ALIA. Donc la première catégorie, c'est ce qu'on appelle les jeunes qui vont globalement du post-bac, 17-18 ans, jusqu'aux âges 30-35 ans, là encore une fois, sans être rigide sur les âges. Souvent, cette catégorie-là, on la considère comme une catégorie de célibataire. Là encore une fois, ne vous attardez pas sur les définitions, on peut avoir 25 ans et être marié, il n'y a aucun problème avec ça, simplement on rentrera dans une autre case de ce que je vais dire maintenant. Donc il y a cette première catégorie, la catégorie des jeunes. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle la catégorie des actifs ou des familles, donc on a globalement coupé entre les 30-55 ans, et qui sont des personnes qui vont faire leur ALIA, souvent en famille, donc avec des enfants, avec des responsabilités qui sont différentes, et qui vont chercher également à intégrer le marché professionnel et avoir une vie professionnelle épanouie dans le cadre de leur ALIA. Alors là aussi, encore une fois, peut-être que le 55 ans n'est plus d'actualité aujourd'hui, qu'on devrait plus parler de 30-60 ans. Ne nous attardons pas sur les contours. Et puis, il y a la troisième catégorie, ce qu'on appelle les pré-retraités et les retraités. Là, encore une fois, on a commencé cette catégorie à 55, 60 ans et elle va jusqu'à 120 ans. Ces trois catégories, où les personnes qui vont faire leur ALIA vont avoir des attentes différentes, et je crois aussi peut-être qu'ils doivent se fixer des objectifs différents. Je n'ai aucun doute, et je le dirai sans mâcher mes mots, qu'un jeune doit espérer et doit avoir pour objectif de devenir israélien le plus rapidement possible. Et là aussi, il n'y a pas de honte à ce terme de devenir israélien. Devenir israélien ne signifie pas obligatoirement mettre à la poubelle ou mettre au destructeur notre identité française avec laquelle nous sommes venus. Nous serons israéliens teintés d'une identité française. Je vis en Israël depuis maintenant, dans 2 mois, jour pour jour d'ailleurs, le 4 août 2017. Cela fera 26 ans que j'ai fait mon ALIA. Est-ce que pour autant, en devenant israélien et en souhaitant devenir israélien le plus rapidement possible, j'ai appuyé sur un bouton delete de mon identité française préalable? Non. J'ai construit une nouvelle couche à mon identité, qui est cette identité israélienne. Mais je crois qu'un jeune qui arrive en Israël doit tout faire pour le plus rapidement possible devenir israélien, devenir un citoyen, ne pas être un immigré dans le pays dans lequel il est arrivé. On peut être un nouvel immigrant, mais on doit devenir le plus rapidement possible, quand on est jeune, un citoyen à part entière. Et nous allons en parler dans quelques instants. La deuxième catégorie, la catégorie des jeunes actifs ou des actifs qui va aller de 30 à 60 ans, là aussi, ça dépend. Les attentes ne sont pas les mêmes à 30 ans et à 50 ans. Pour des raisons très simples, c'est que plus l'on vit dans un pays et plus on est attaché à ce pays. Quand on fait son ALIA à 18 ans et qu'on n'a pas encore eu de vie adulte dans le pays duquel on vient, alors il va être plus facile d'arriver à construire sa vie adulte en Israël, puisque c'est le seul endroit dans lequel on aura construit une vie adulte. Mais lorsque l'on vient d'un pays dans lequel on a déjà eu une vie adulte, on a peut-être eu une vie de famille, on a eu une vie professionnelle, on a eu une vie avec des enfants, les attentes de l'intégration sont différentes. On doit espérer, on doit se fixer la barre le plus haut possible. Mais je crois que pour cette génération-là, l'intégration complète ne sera vécue que par les enfants, que par la deuxième génération. C'est une génération de transition. Je n'aime pas le mot que certains utilisent, génération de sacrifice, parce que je ne crois pas qu'on doit sacrifier ou qu'on doit se sacrifier, mais je crois, et il n'y a pas de honte à cela, que l'on peut parler de génération de transition. Même moi, qui ai fait mon ALIA à 18 ans, quelque part, je suis une génération de transition. Mes enfants, qui sont nés à Jérusalem, sont beaucoup plus israéliens que je ne pourrais jamais l'être. Mais cela fait partie aussi du processus naturel de la ALIA, de la transition, de l'intégration, génération après génération. Il n'y a aucun doute que les enfants de la deuxième génération seront, eux, encore plus israéliens que l'a été la deuxième génération, etc., etc. C'est-à-dire que, et là-dessus, j'aimerais prendre un exemple pour essayer, j'aimerais commencer par un exemple, et puis ensuite
illustrer cet exemple par une petite anecdote personnelle. Mais avant d'arriver à l'exemple, je termine par la troisième catégorie, les retraités. Les retraités ou les personnes qui arrivent à un certain âge en Israël ne doivent pas se fixer les mêmes objectifs qu'un jeune de 18 ans. Et il n'y a aucun problème avec cela. Aujourd'hui, il existe en Israël beaucoup de centres dans lesquels il y a un regroupement naturel de francophones qui ont fait leur aliyah, à la retraite par exemple, et qui vivent une vie en essayant de comprendre la société environnementale, mais sans avoir le même besoin de l'intégrer, parce qu'ils n'ont pas obligatoirement besoin d'intégrer la vie professionnelle, parce qu'ils peuvent se débrouiller aujourd'hui grâce aux technologies modernes en français, en maîtrisant les bases de l'hébreu, sans avoir obligatoirement la nécessité de maîtriser l'hébreu comme une langue du quotidien. Et il n'y a pas de problème avec cela, parce qu'aujourd'hui, les technologies modernes, d'une part, qui permettent par le biais d'Internet, par le biais des câbles, etc., de garder un environnement francophone. Et d'autre part, le fait que l'on puisse vivre dans des villes dans lesquelles il y a des noyaux francophones permet à ces personnes qui le souhaitent de vivre comme un Israélien, mais en gardant leurs repères francophones. Je dis que des personnes retraitées n'ont pas les mêmes objectifs que doivent se fixer un jeune de 18 ans, qui ne sont pas non plus les mêmes objectifs que doivent se fixer par exemple une famille qui fait son aliyah à 40 ans avec 3 enfants. Et j'aimerais pour cela vous parler, vous raconter un événement historique et vous parler ensuite d'une anecdote personnelle. L'événement historique, et je crois que on ne peut pas l'oublier, lorsque l'on est originaire de France, on ne peut pas oublier qu'aujourd'hui, la communauté juive française, là aussi, vous m'excuserez sur l'imprécision du contour des chiffres, mais tout simplement, cette imprécision est due au fait que nul n'est capable aujourd'hui de donner des chiffres précis, puisqu'il n'y a pas de recensement précis des juifs en France, mais on dit qu'a priori, entre 75 et 80% de la communauté juive française est originaire d'Afrique du Nord. Originaire d'Afrique du Nord, cela signifie que 75 à 80% des juifs qui vivent aujourd'hui en France ne vivent en France que depuis 50 ans, au plus vieux, 40 ans, 30 ans pour certains. C'est-à-dire que les juifs français, pour 3/4 d'entre eux, sont arrivés en France il y a au maximum 50 ans. Vous pouvez rajouter à cela encore 10 à 15% qui sont arrivés en France pas très longtemps auparavant, ces mêmes juifs qui sont originaires de Pologne, qui sont arrivés dans les années 30. Donc vous avez 80-85% de la communauté juive française aujourd'hui qui est arrivée en France ces 50 dernières années, ou si vous voulez inclure également les juifs qui sont arrivés d'Europe de l'Est, peut-être 80-85%, auxquels vous rajoutez pour compléter les 100%, les juifs qu'on appelle français, donc qui vivaient en France déjà depuis avant même l'arrivée des juifs de Pologne, des juifs d'Europe de l'Est et des juifs d'Afrique du Nord. Si vous étudiez l'histoire de ces communautés qui sont arrivées d'Europe de l'Est ou d'Afrique du Nord, chacun sera à même de vous dire que la première génération qui est arrivée d'Algérie, du Maroc, de Tunisie ou de Pologne n'a pas vécu de la même façon que la deuxième et la troisième génération. C'est-à-dire que les juifs qui sont arrivés en France, d'Europe de l'Est ou d'Afrique du Nord, ont dû s'intégrer. C'était des immigrants, au départ, qui ont dû tout faire pour arriver à devenir des citoyens français à part entière. Et quand je dis citoyens, je ne parle pas uniquement du papier d'identité, je ne parle pas seulement du fait que Crémieux ait rendu les Juifs d'Algérie français en 1870, je ne parle pas simplement d'un côté technique ou administratif, je parle du fait qu'ils ont dû devenir, adopter les codes d'une société dans laquelle ils arrivaient. Et lorsque l'on regarde l'incroyable parcours réalisé par les Juifs français originaires d'Europe de l'Est, ou par les Juifs français originaires d'Afrique du Nord, cette volonté forte qui les a caractérisés de s'intégrer, de devenir français, de devenir des citoyens à part entière, de faire en sorte que leurs enfants et leurs petits-enfants réussissent au niveau scolaire. Et bien je dis cette hargne qui a fait que les Juifs français originaires d'Europe de l'Est ou d'Afrique du Nord sont devenus des citoyens à part entière, cette même hargne doit accompagner, cette même volonté doit accompagner les Juifs français aujourd'hui qui font leur aliyah et qui veulent devenir israéliens. Et si vos parents, grands-parents ou arrière-grands-parents ont pu le faire en France, je n'ai aucun doute que chaque Juif français, chaque Juif du monde entier qui souhaite s'installer en Israël peut le faire avec la même réussite,
avec le même succès, parce qu'en plus de sa volonté, il y a également une infrastructure étatique qui accueille la Aliyah et les Olim Khadashim, les bras grands ouverts, avec la volonté de les accompagner dans leur démarche. Bien fait, moins bien fait, peut mieux faire, tout est toujours possible. On peut toujours arriver à faire ça mieux. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que la Aliyah et la volonté de voir des Olim Khadashim intégrer Israël est toujours encore très présente en Israël dans toutes les sphères publiques, que ce soit dans le cadre des municipalités, que ce soit dans le cadre des conseils régionaux, que ce soit dans le cadre des ministères, dans le cadre de la Knesset, dans le cadre des ministères, dans toute cette société civile, aussi des associations qui accompagnent un peu partout dans le pays, des dizaines d'associations qui accompagnent les Olim Khadashim de France. Il y a un tissu public qui a pour vocation d'aider, de vous aider dans l'intégration. Si ce tissu associatif, plus votre volonté, j'ai parlé tout à l'heure d'une âme, une volonté profonde de s'intégrer, sont développés, je n'ai aucun doute que cela est faisable. Mais pour réussir, il faut vouloir, il faut être conscient que l'on va arriver dans un nouveau pays, avec une nouvelle culture, avec de nouveaux codes. Et j'aimerais vous raconter une anecdote pour essayer un petit peu d'illustrer cet élément. Je fais mon aliyah à un peu moins de 18 ans et un an après, j'ai intégré les forces de Tsahal. Je suis devenu soldat. Et le vendredi, je rentrais donc Shabbat à la maison. Donc il y a, je vous disais tout à l'heure, 26 ans de cela que j'ai fait mon aliyah. Donc cette histoire a lieu en été 1992, voilà, donc il y a 25 ans de cela. C'est pendant les classes à l'armée. Donc le vendredi, régulièrement, nous sommes libérés, nous rentrons chez notre famille. J'ai fait mon aliyah seul, mes parents et ma famille vivaient encore en France. Et donc je me rends régulièrement chez ma tante qui habite dans un quartier en périphérie de Jérusalem. J'arrive à la gare routière de Jérusalem, cette fameuse Tachana Merkazit. Et de là-bas, je prends un bus. Donc à l'époque, je venais de la région de Hadera, Machane Shmonim, je prends un bus jusqu'à Jérusalem. À Jérusalem, je monte dans un bus supplémentaire. Et ce bus, je dois le prendre jusqu'à son extrémité, en fait jusqu'au terminus. Donc tranquillement, je m'installe dans le bus, je suis soldat en uniforme, et je m'endors. Bon, ça fait partie un petit peu du quotidien du soldat israélien qui arrive, qui est fatigué, surtout les premiers mois de classe, et je m'endors. Je m'endors tranquillement pour la simple et bonne raison que j'ai la certitude et la garantie de ne pas rater la station à laquelle je dois descendre, puisque c'est la dernière station de cette ligne. Et voilà que c'est une ligne donc, qui va dans un quartier périphérique, qui prend au départ les Sderot Herzl, donc des grands boulevards, et qui, au bout d'un certain temps, bifurque pour rentrer dans ce quartier. Dans le quartier, il y a à peu près une douzaine de stations jusqu'à ce terminus. Je suis un jeune Français, donc je me suis endormi. Je suis soldat aussi, donc pour tout le monde, je suis israélien. J'ai pas mis un panneau sur mon front « Descends au terminus ». Donc, à partir de, je dirais, la première ou deuxième station qui dessert l'intérieur du quartier, à chaque fois qu'on arrive à une station, une personne me réveille, comme ça, en me secouant, en disant « Est-ce que tu dois descendre par hasard ?» Je dis non, je me rendors. La station suivante, une autre personne vient, me réveille, me demande « Est-ce que par hasard tu dois descendre? On est à telle station. » Cet événement est un événement qui est typiquement israélien. Moi, en tant que nouvel immigrant, je le raconte dans mon top 3, régulièrement quand on me demande, quand je participe à différentes activités, différents forums, et qu'on me demande de raconter une anecdote qui caractérise pour moi Israël depuis que je suis devenu israélien. Et cette anecdote fait partie du top 3. Elle est parmi les 3 anecdotes que j'aime bien raconter. Pourquoi? Parce que elle symbolise pour moi cette Arvut Hadadit, ce lien particulier qui unit les citoyens israéliens. On racontait souvent à l'époque où j'ai fait mon aliyah, je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, que s'il vous arrivait quelque chose dans le métro parisien, les gens se cacheraient, prendraient leur journal pour mieux le lire et pour donner l'impression qu'ils ne voient pas la scène qui est en train de se passer devant leurs yeux.
C'était une anecdote qui était souvent racontée. Je ne sais pas si elle est encore vraie aujourd'hui. Je ne suis pas français aujourd'hui dans ma vie au quotidien. Nos amis qui nous regardent pourraient peut-être mieux que moi répondre à cette question. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en Israël, il y a exactement la tendance inverse. Et cette anecdote dans le bus en tant que soldat me l'a montré dès mes premiers jours, dès mes premiers mois en tant qu'Israélien. C'est que finalement, alors que je m'étais endormi, chacun était soucieux de savoir si le fait que je dormais n'allait pas me faire rater ma station de bus. Et chacun venait me réveiller pour me demander est-ce que tu ne dois pas descendre à ce moment-là. Et pourquoi je vous raconte cette anecdote ici dans le cadre de cette intervention aujourd'hui? Parce que cette anecdote est profondément israélienne. Et il y a deux façons de l'analyser. On peut d'un côté se dire waouh, c'est magnifique, ce côté, ce souci de l'autre, cette volonté d'aider l'autre, cette entraide que chacun peut avoir. Et aujourd'hui encore, il y a des gens dans le bus, vous montez dans le bus à Jérusalem, et puis vous commencez une discussion avec votre voisin, et il suffit que ces discussions soient en hébreu pour que des fois, au bout de 5 minutes, les 8 personnes autour de vous partagent avec vous la même discussion. Alors on peut regarder ça et se dire, waouh, ce souci de l'autre, cet intérêt, etc. Et regarder ça avec un œil admiratif. C'était mon regard. C'est le regard que j'ai voulu avoir d'Israël. Et c'est le regard que je porte encore aujourd'hui. Mais, d'un autre côté, on peut venir et dire, c'est quoi ce manque de civilité? C'est quoi ce manque de politesse? Qu'est-ce qui fait que les gens se mêlent de ce qui ne les regarde pas? De quel droit réveille-t-il ce soldat? Pourquoi se mêlent-ils de la discussion alors qu'on ne les a pas invités à le faire? Et là, peut-être se confrontent deux sociétés, deux modes de société, deux approches qui sont différentes. Je ne vous dirai pas maintenant quelle est la meilleure. Je pourrais vous dire, mais je ne crois pas que ce soit le propos aujourd'hui, celle que je préfère. Elle est personnelle. C'est mon choix personnel. C'est peut-être le choix que j'ai fait en décidant de venir vivre en Israël. C'est le choix que feront beaucoup parmi vous en décidant de faire leur aliyah. Mais je crois que plus que d'apporter un jugement de valeur et de savoir laquelle est meilleure, laquelle est moins bonne, ce qui est important, c'est de comprendre que nous entrons dans une société avec des codes différents. Espérer retrouver en Israël les mêmes codes qui animent la société française est tout simplement, excusez-moi de le préciser, une utopie. Et si l'on vit de façon utopique, alors les déceptions sont très importantes. Si l'on est prêt à comprendre que la vie en Israël est profondément différente de la vie en France, alors à ce moment-là, on a déjà fait, je crois, la plus difficile partie sur le chemin de l'intégration. Et là-dessus, je crois que c'est l'une des erreurs malheureusement que l'on rencontre assez régulièrement. Cette volonté de se dire oui mais en France c'était comme ça, en France ça n'aurait jamais été comme ça, en France on aurait réagi de telle ou telle façon, dans tous les domaines de la vie. Et je crois qu'il est important de comprendre qu'à partir du moment où l'on arrive en Israël, alors on doit quelque part se couper d'une réalité française et admettre qu'à partir de maintenant, la réalité qui composera notre quotidien sera la réalité israélienne. Et comprenez bien mes propos, il n'y a ici aucun jugement de valeur. Il n'y a aucune demande de faire un delete, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la mémoire vive ou sur la mémoire lente de notre passé et de dire tout ce qu'il y avait en France, il faut l'effacer. Absolument pas. Il faut venir en Israël en tant que juif français avec son bagage, un bagage très fort, un bagage culturel, un bagage identitaire, et l'apporter à Israël, mais de la façon la plus humble possible. Se rappeler finalement que l'on n'est qu'un individu qui va devoir s'adapter à une société qui nous ouvre les bras. Et l'une des erreurs qui est souvent commise, c'est celle de croire que finalement, demain, Israël va devoir s'adapter à ce que je suis. Ou Israël va devoir s'adapter aux 25 000 juifs de France qui ont fait leur aliyah ces dernières années. Ou Israël va devoir s'adapter aux 50 000 juifs de France qui ont fait leur aliyah ces 10 dernières années, etc., etc. Non, Israël ne s'adapte pas. Pas parce qu'Israël ne veut pas, mais parce qu'Israël est un pays qui a aujourd'hui ses propres codes, que la société civile a son propre mode de fonctionnement. Et il me semble évident de comprendre que lorsque l'on atterrit dans un nouveau pays, que lorsque l'on va intégrer une nouvelle société, c'est notre devoir de nous adapter à cette société. C'est notre pas seulement devoir, mais c'est finalement notre objectif de vouloir être à part entière un citoyen intégré à la société. Et ne vous faites pas
d'illusion. Plus votre volonté de vous intégrer sera forte, plus votre identité de juif français influencera les cercles israéliens dans lesquels vous vous intégrerez. À contrepartie, ou de l'autre côté, plus vous souhaiterez rester français en Israël, et moins vous aurez d'impact sur la société dans laquelle vous allez vivre. Parce que c'est seulement par le biais de l'intégration qu'on peut également avoir un impact et influencer la société dans laquelle on va s'intégrer. Et c'est la raison pour laquelle je dis régulièrement, n'ayez pas de jugement de valeur. Ne passez pas votre temps à comparer ce qui se passe en Israël par rapport à ce qu'il se serait passé en France dans telle ou telle situation similaire. À partir du moment où vous faites votre aliyah, dites-vous, je viens fort de ma culture française, fort de mon patrimoine identitaire de juif français, je viens épouser, je viens adopter une nouvelle mentalité, une nouvelle société, de nouveaux codes, de nouveaux codes, de nouveaux modes de vie. Et plus vous les adopterez rapidement, plus la société dans son ensemble vous adoptera à vous en tant que nouveau citoyen israélien. Je le répète et je l'ai dit précédemment, mais je le répète encore une fois, il faut éviter de croire ou d'attendre qu'un jour Israël devienne la France. Israël ne deviendra pas la France. Et là, encore une fois, je ne rentre pas dans un jugement de valeur. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est bien qu'Israël soit tant impacté par la culture américaine et si peu par la culture française? Certains s'en désolent au quotidien, mais c'est une réalité. Alors on peut continuer à s'en désoler. On peut d'un autre côté se dire, ok, c'est la réalité. Maintenant, comment j'essaye de vivre avec cette réalité-là? Et avant de donner quelques exemples que j'ai sélectionnés pour notre réflexion d'aujourd'hui, j'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup de façons de se préparer à la Aliyah. Il y a beaucoup de façons de se préparer à cette intégration réussie. Et plus vous appréhenderez la société israélienne, plus vous la comprendrez, plus vous essaierez en profondeur de maîtriser son mode de fonctionnement sans la juger, mieux vous vous intégrerez. Et là-dessus aussi, il y a certains éléments qui sont des éléments de préparation qui sont nécessaires. Je vais vous en donner deux. Par exemple, si vous voulez investir dans l'apprentissage et le perfectionnement de l'hébreu d'une part et de l'anglais d'autre part, ça vous servira énormément. Si aujourd'hui, par exemple, vous avez, grâce au système scolaire français, un bon niveau d'anglais écrit et lu, mais un niveau d'anglais parlé moyen ou plus médiocre, travaillez-le, ça vous aidera. Demain, quand vous voudrez intégrer une boîte israélienne, dans quelque domaine que ce soit, l'anglais sera un bénéfice, sera un avantage. Là, le français ne sera un avantage que dans très peu de domaines. Alors là, encore une fois, si dans votre préparation, le français vous l'avez, c'est votre langue. Mais si vous mettez un effort supplémentaire pour développer l'anglais dont vous avez peut-être les bases, ou les rudiments, ou même le vocabulaire, alors demain, vous vous ouvrirez des portes un peu plus grandes. Si le français ouvre ça, l'anglais ouvrira ça, et puis l'hébreu peut-être ça. Donc c'est-à-dire qu'il faut réfléchir dans votre préparation, pas à des éléments qui sont utiles en France, mais à des éléments qui seront utiles en Israël. Je vais vous raconter une anecdote. On peut la trouver triste ou la trouver heureuse. C'est une réalité. Lorsque demain vous allez par exemple remettre un CV en Israël, dans une boîte, si vous avez une expérience par exemple dans une boîte américaine, dans une boîte anglaise, ça vous servira peut-être plus, même si ce n'est que 3 mois, que quelques années dans une grande entreprise française. Parce que pas toujours le recruteur que vous allez rencontrer ne connaît cette société française ou sa valeur. Alors, vous allez me dire, c'est triste, c'est probablement triste, mais là encore une fois, j'essaye de voir comment en positif, c'est-à-dire de prendre une réalité des faits, une réalité qui est donnée, et de voir comment à partir de cette réalité, on essaye d'avancer. Pas simplement de se désoler sur des situations existantes, mais de se dire, ok, soyons pragmatiques, c'est la situation, Israël est comme ça, comment moi je m'adapte à ce qu'est Israël. Parce que si vous attendez qu'Israël s'adapte à vous, je crains malheureusement que vous risquez d'attendre très longtemps sans jamais avoir de résultats. Et j'aimerais vous donner, pour terminer dans les quelques minutes qu'il nous reste, quelques exemples de la vie courante qui vont illustrer ce changement radical de société entre la vie française, entre la vie en France et la vie en Israël.
Cette liste n'est en rien exhaustive, mais elle a simplement pour objet d'illustrer un petit peu le propos que nous avons développé pendant ces quelques minutes. J'aimerais vous dire aussi, sans oublier de le rappeler à la fin, qu'à tout moment, nos équipes, aussi bien celles de l'Agence juive que celles de toutes les associations qui aident à l'intégration, celles du ministère de l'Allié à l'intégration, dans le cadre de nos salons, dans le cadre de nos conférences, dans le cadre de nos rencontres communautaires que nous organisons, sont à votre disposition pour vous aider à continuer et à poursuivre cette réflexion, pour vous aider à essayer d'ouvrir les yeux sur les éléments qui composeront votre quotidien demain en tant qu'Israélien. Parce que plus que nouvel immigrant, plus que Olé Hadash c'est un titre technique. Vous allez devenir des Israéliens. Et en tant qu'Israélien, vous allez devoir comprendre cette société qui vous entoure. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour vous aider à comprendre le mieux possible la société israélienne qui composera votre quotidien au lendemain de votre Aliyah. Et j'aimerais donc, sur 3-4 sujets, vous donner quelques exemples. Tout d'abord, quelque chose à vous adapter à cette nouvelle vie. Le rythme scolaire est également différent. Il y a beaucoup moins de congés en Israël qu'en France. D'abord, l'enfant étudie pendant 6 jours, du dimanche au vendredi inclus. D'autre part, il n'y a pas de vacances toutes les 6 ou 7 semaines de cours. La journée est courte, la journée est plus courte, le nombre de jours étudiés est plus important. Tous ces éléments-là sont des éléments qui font que, au niveau du rythme, votre famille, vos enfants d'abord, et votre famille par conséquent, vont devoir avoir un rythme qui est différent. Là encore une fois, je laisserai les spécialistes vous dire, et chacun aura un avis différent, ce qui est préférable. Est-ce que le mode saccadé en France est préférable? Est-ce que le mode continu en Israël est préférable? Je ne veux pas rentrer dans un jugement de valeur. J'attire simplement votre attention sur le fait que lorsque vous arriverez en Israël, vous ne vivrez plus selon le rythme français, mais vous devrez vous adapter, que vos enfants s'adaptent et que votre famille s'adapte au rythme israélien. On pourrait parler également, par exemple, de la consommation. J'ai pris 5 exemples, mais on pourrait en prendre énormément. La consommation est organisée de façon différente, même s'il y a aujourd'hui de plus en plus de centres commerciaux, ce qu'on appelle les kenyonim, que vous connaissez certainement lorsque vous venez en vacances en Israël parce que vous aimez aller y prendre une glace. Même s'il y a de plus en plus de centres commerciaux, les magasins sont organisés de façon différente. On trouve rarement des boulangeries en Israël. Pas seulement parce qu'il n'y a pas la baguette française, mais parce que le pain s'achète dans le cadre de l'épicerie, le pain s'achète dans le cadre du supermarché. Alors c'est vrai que ces dernières années, avec l'arrivée d'une aliyah occidentale plus importante, avec la touche française qui a tendance à s'installer un peu partout en Israël, on va avoir de plus en plus de boulangeries qui vont se développer. Mais ça ne fait pas partie de la culture israélienne au départ. La même chose pour la boucherie. On trouve aujourd'hui quelques boucheries ou de plus en plus de boucheries, mais à une époque, la viande s'achetait dans le cadre de l'épicerie, dans le cadre du supermarché. Vous allez me dire, mais tout ça ne sont que des détails. Oui, parce que la vie au quotidien n'est qu'une accumulation de détails. Mais détail après détail, lorsque l'on perd ses repères, on risque finalement d'être chamboulé et notre vie d'être bouleversée. Et par conséquent, plus nous maîtrisons ces détails, plus nous sommes conscients du fait que ces détails sont différents en Israël par rapport à la vie que nous avions en France, moins nous vivrons les contre-coups du chamboulement, du bouleversement. Je pourrais vous donner également, et je terminerai par cet exemple avant notre conclusion, par vous donner l'exemple aussi du travail. Nous avons parlé du rythme scolaire, mais le rythme du travail est également différent en Israël. D'abord, il y a la souplesse du travail qui est complètement différente de celle qui aujourd'hui définit le code du travail en France. Mais vous le savez, peut-être que ce ne sera plus le cas pour très longtemps, puisque l'un des projets phares du président Macron est de réformer le code du travail en France. Et sur beaucoup de points, cette réforme rapprochera le code du travail français du code du travail israélien. Mais en tout état de cause, avant que ces réformes ne soient adoptées, aujourd'hui, il y a une différence très importante. La souplesse du travail est beaucoup plus grande en Israël, la garantie du travail est moins importante. Le rythme hebdomadaire est différent, il n'y a pas de 35 heures, on parle de 42 heures de travail en Israël. Le rythme annuel des congés est complètement différent. On peut avoir de nombreux congés, mais légalement, le minimum légal est aujourd'hui de 12 jours, un jour par mois. Donc on est très loin des 5 semaines de congés payés. Vous comprenez donc que toutes ces différences font que votre quotidien demain
en Israël sera différent de celui que vous aurez connu en France. Le domaine de la reconversion professionnelle est beaucoup plus développé en Israël. Il est très courant à 35 ans, 40 ans de changer de carrière, de faire des études supplémentaires et puis de s'orienter vers un nouveau métier. Voilà, nous avons tenté pendant cet échange aujourd'hui euh, euh, de mettre en valeur le fait que demain, lorsque vous ferez votre Aliyah, derrière ce mot Aliyah, il n'y a pas un déménagement, il y a un changement de vie total. Vous allez intégrer un nouveau pays, certes un pays occidental, certes un pays développé, mais un pays qui est profondément différent de celui que vous avez connu en France dans le cadre de la vie que vous avez menée jusqu'à ce jour. Et il est important d'en être conscient, il est important de se préparer à ces changements, il est nécessaire d'essayer de comprendre le mieux possible la société israélienne pour appréhender son fonctionnement, ses codes de société et s'y préparer le mieux possible. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne doit pas y avoir de jugement de valeur. Il faut essayer d'éviter ce parallélisme permanent. En France, c'était comme ça. Dommage que ce n'est pas comme ça. Et si c'était comme ça, ça y est, vous avez quitté la France, vous allez arriver en Israël, intégrez cette nouvelle société, devenez israélien le plus rapidement possible pour vous. Parce que plus vous serez israélien rapidement, plus vous vous sentirez à l'aise et plus ce que vous êtes finalement, ce français juif, ce juif français, aura un impact sur la société israélienne qui est en construction. Et ça, j'aimerais terminer par ce mot-là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je crois que l'une des difficultés spécifiques, inhérentes à Israël, est que notre société en Israël est une société en mutation permanente. Elle est en changement permanent. Comme nos routes, quand vous arrivez en Israël, vous avez l'impression que le pays est un chantier à ciel ouvert. C'est vrai, le pays est un chantier à ciel ouvert, mais dans tous les domaines. Et c'est la raison pour laquelle il y a un dynamisme incroyable. On est loin peut-être de cet immobilisme qui caractérise quelque part certaines sociétés occidentales et principalement les sociétés de ce qu'on appelle la vieille Europe. Il y a en Israël un dynamisme permanent qui fait que c'est une société qui est en changement continu. Et c'est une chance d'être en changement continu parce que quand demain vous allez arriver, alors vous allez intégrer un changement permanent et le fait que vous êtes vous-même en changement dans une société qui est constamment en changement fera que ces changements seront vécus peut-être de façon beaucoup plus souple, à condition d'en être conscient, de s'y préparer, de les accepter et puis de les vivre toujours avec la bonne humeur et de façon positive. Plus vous serez positif, plus vous sourirez à cette nouvelle vie qui vous attend en Israël et plus cette nouvelle vie vous sourira. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète pour terminer, deux choses. La première, c'est que la Aliyah est parsemée de difficultés. Oui, un changement de pays, oui, une intégration n'est pas simple. Rappelez-vous l'histoire familiale, vos parents, vos grands-parents, c'était difficile pour eux aussi lorsqu'ils sont arrivés d'Europe de l'Est ou d'Afrique du Nord. Et pourtant, par la force de leur volonté, ils ont non seulement réussi, mais ils ont réussi à faire en sorte que leurs enfants et petits-enfants soient à chaque fois une réussite exponentielle. Ça a été possible pour eux, ça le sera possible pour vous, vos enfants et vos petits-enfants en Israël. Donc même si c'est difficile, rappelez-vous que la société israélienne aujourd'hui, composée d'un peu plus de 8 millions d'habitants, compte en son sein près de 3,5 millions d'Olim Khadashim, qui ont fait le pas et qui ont réussi à s'intégrer en Israël. Et la dernière chose, c'est de vous rappeler que nos équipes sont à votre disposition à chaque instant. Vous pouvez nous contacter sur notre site www.agentjuif.org, suivre notre actualité sur notre page Facebook et nous contacter à chaque instant lorsque vous avez besoin de recevoir des informations supplémentaires et complémentaires qui vous aideront à préparer le mieux possible votre Aliyah. Shavua Tov et à très bientôt.